Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tom Corner. Je suis ravi de vous accueillir une fois encore pour une émission Carte Control. Je suis Thomas Bastin, commentateur dans le sport auto depuis plus de 20 ans maintenant, passionné vraiment profondément par le sport automobile et j'aime partager cette passion avec vous et surtout avec nos invités. Et aujourd'hui, on a pris place dans un endroit qui respire la passion de l'automobile, de la moto. Aussi, il y a une salle de sport, salle de torture qui est derrière et en fait nous sommes chez Sarah Bovy. Bonjour Sarah. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de nous accueillir pour cette émission Carte Control. Alors je sais que tu en as déjà écouté quelques-unes, tu t'es préparé, paraît-il. Je suis tout à fait prête, mais j'avoue que je ressens un peu cette... c'est une pression de t'avoir à la maison, je t'entends dans les paddocks tout le temps, j'ai toujours la voix de Thomas qui... C'est un événement pour moi de vous avoir ici aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci de nous accueillir, c'est parti pour cette émission Tom Corner. Et oui, effectivement, Sarah, tu le sais, on commence un peu toujours l'émission par une présentation finalement de qui tu es, de où tu viens. Tu as un parcours qui est pour le moins atypique, c'est ce qui va être intéressant. On va le parcourir évidemment. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le warm-up pour la présentation. Tu vas devoir te présenter en 2 minutes. On lance le générique warm-up et puis c'est à toi. Tu as juste quelques secondes pour te préparer. Voilà, clap, c'est à toi. Ok, et si j'ai bien compris, moi je regarde cette caméra-là, c'est ça? Regardez là. Et je me présente en 2 minutes. Oula. Ça, qui est pression. Ok, bonjour. Moi c'est Sarah, j'ai 36 ans, je suis originaire de la région liégeoise en Belgique, je vis depuis un peu plus de 15 ans à Bruxelles et j'ai commencé le sport automobile quand j'ai découvert le karting indoor quand j'avais 13 ans. Ça a été un coup de cœur et moi qui étais déjà très sportive pendant toute mon enfance, j'ai vraiment du jour au lendemain développé une passion pour le sport automobile et l'endurance plus particulièrement parce que très vite, très jeune, je me suis passionné pour les 24 heures de Spa, les 24 heures du Mans, etc. Je viens d'une famille où c'était pas forcément évident de me faire une carrière dans le sport auto, mais j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont beaucoup aidé. On a beaucoup galéré parce que c'est un sport qui coûte cher, mais au final, on a réussi à en faire quelque chose et voilà, 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, je suis plus vieille que ce que je veux dire, j'ai réussi à en faire un métier. J'ai participé 5 fois aux 24 heures du Mans, je pense 7 fois aux 24 heures de Spa. J'ai été vice-championne d'endurance avec les Iron Dames, vice-championne du monde d'endurance avec les Iron Dames. Une victoire de classe aux 24 heures de Spa. Une victoire de classe aux 24 heures de Spa et plein de merveilleux souvenirs. Et je n'arrête pas de me dire que c'est difficile à croire, mais peut-être que le meilleur est encore à venir. Shit. Très bien. Hein. J'ai fait 2 minutes? Ouais, pile poil. Je suis très, le chrono et moi, on est potes. Alors, tu connais le principe. Je sais que tu as déjà regardé l'émission. Donc, on a nos différentes cartes. Bon, j'ai fait 2 tas pour pas avoir un trop gros tas, mais qui nous permettent de choisir. Alors, pour ceux qui nous suivent en podcast aussi, je le rappelle, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne Tom Corner, la chaîne Tom Corner également en podcast sur Spotify. Ça me permet aussi de remercier d'ailleurs les partenaires qui nous soutiennent de manière directe, parfois indirecte aussi, et qui sont derrière ce projet parce qu'ils ont aussi envie qu'on partage la passion et Sarah, on va le voir, et c'est une des raisons, on se connaît forcément depuis tes débuts, depuis 20 ans, c'est une des raisons pour lesquelles je pense on s'est toujours très bien entendu, c'est parce qu'on a, je pense vraiment tous les deux cette passion au cœur de nous vraiment, et cette volonté de la partager. Donc, je t'ouvre l'éventail de questions, je te laisse en tirer une, tu la lis à haute voix s'il te plaît, et puis on est parti pour une discussion. Ok, allez, on va partir sur celle-ci. Bon. J'ai vu laquelle tu tirais, elle est très bien. Ah mais on commence fort là. Oui. Là on rentre. En fait c'était toutes les mêmes. Vas-y, lis s'il te plaît. La fille de mon père. Il va être tellement heureux quand il va voir que ça commence par ça. Je vous assure, hein, je ne vais pas montrer de des questions, mais il y a un vrai théâtre ça. C'est le destin. C'est la fille de ton père, et j'allais justement te dire, dans ta présentation, tu as oublié un petit détail, entre guillemets. Oui. Tu es fille d'un pilote. C'est vrai. Kirin, salut Kirin, qui est aussi ton premier supporter, du coup, qui t'a beaucoup aidé, on l'a dit au début. C'est un avantage, un désavantage? Enfin, j'imagine forcément la passion vient de là. Est-ce que lui était pour que tu fasses du sport auto? Alors, quelque part, on en reparlera du côté féminin, mais tu étais une fille, on se dit parfois, les filles vont peut-être moins facilement, moins naturellement
se tourner vers l'automobile. Et toi, finalement, tu es venu. Vas-y, explique-nous un peu. Alors, je ne l'ai pas oublié, parce que sinon il va m'en... je m'en doutais qu'on allait en parler. Mais effectivement, mon papa était pilote de course pendant plus de 20 ans. Il a, je pense, 19 participations aux 24 heures de Spa. Il les a aussi gagnées dans sa catégorie. Il a roulé dans le monde entier. Il a fait de la Formule 3. Il a fait de la course de côte. Enfin, il a fait des trucs assez incroyables dans sa carrière. Mais il a arrêté de courir en fait quelques mois après ma naissance. Donc moi j'ai jamais été sur les circuits avec mon papa quand j'étais gamine parce que je crois que ça a été difficile pour lui de raccrocher le casque. Et donc il a jamais vraiment eu cette initiative de m'amener ni moi ni ma petite sœur sur les circuits. Et en fait je pense que peut-être dans sa génération il pensait j'ai eu 2 filles. Je n'ai pas un gamin à qui passer la passion. Et moi, comme je disais, j'ai grandi avec plein de sports dans ma vie. J'ai fait du football. J'étais très garçon manqué. J'ai fait du football, du basket. Je faisais énormément d'escalade quand j'ai découvert le karting. J'étais une sportive, j'aimais la compétition, mais j'avais zéro intérêt pour les bagnoles. C'est-à-dire que quand papa mettait le Grand Prix à la maison le dimanche après-midi, je levais les yeux au ciel et je disais oh, encore ton truc de bagnole qui tourne en rond pendant 2 heures, franchement... Non, j'avais zéro... vraiment, j'ai pas du tout grandi dans l'état d'esprit de un jour je vais faire du karting, un jour je vais... Donc il t'a pas poussé, clairement pas. Ah, clairement. Et en fait, il m'a tellement pas poussé, aussi pour une raison très simple, c'est que si même il y avait pensé, on n'avait pas du tout les moyens de me financer une carrière en sport automobile. Déjà, à l'époque, moi je parle de 2003-2004, une saison en karting national, ça coûtait beaucoup d'argent. Et du côté de ma famille, clairement, on n'avait pas ces sous-là. Et en fait, quand j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour le karting, c'était un complet hasard. On s'est retrouvés sur une fête foraine entre le tir à la carabine et la pêche au canard. Il y avait une petite piste ovale en bois, là, tu sais. Voilà. C'était la fête du 15 août à Oui. Je suis allé rouler sur ce truc-là, et pendant que mon père discutait avec un ami à lui, ils se sont rendus compte que je prenais 2 tours aux gamins qui étaient avec moi sur le circuit. Donc ils se sont dit, Edith, la gamine, on la mettrait bien sur un kart un jour. Et on est allé le samedi d'après faire du kart de location à Jupy, à côté des usines Jupiler. Et moi, ça a été... Un déclic. Ah, mais un truc de fou. J'ai tout laissé tomber, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, papa, je vais être pilote de course. C'est vrai. C'était dans les gènes, quoi. Enfin, quelque part. Ça a été un truc... c'est marrant parce que c'est dans les gènes, oui, d'une certaine manière, mais j'ai une petite sœur. Et forcément, on l'a mis aussi une fois à un moment donné dans un kart ou quoi. Et Julia, elle a jamais eu ce déclic-là. Julia est ma première fan. Elle est venue me voir sur toutes mes courses. Elle devient dingue dès qu'il se passe un truc en piste avec moi et tout. Parfois, elle est pire que mon père. Elle est de plus mauvaise foi que mon père. Mais elle, zéro intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'avait jamais eu l'intention de faire de la compétition automobile. Rien, non, pas du tout, pas du tout. Et elle a d'autres passions et c'est très bien. Mais du coup, voilà, c'était dans les gènes, mais c'est pas non plus, c'est pas parce que t'es fille de pilote que tu deviens pilote, quoi. Et donc tu dis que ton père était de mauvaise foi. Alors c'est une discipline, j'ai envie de dire, à peu près indiscutable. Quand tu veux être pilote de course, tu dois être de mauvaise foi, sinon tu ne peux pas faire carrière. Non, mais on sait qu'on est les rois des excuses et tout, et parfois quand j'entends mon père qui parle de moi, je lui fais papa... Enfin là, t'es pas crédible, quoi. Vous voudrez trop te défendre, en fait. Ah oui, non, clairement. C'est pas facile, évidemment, quand on a eu... Alors, tu sais qu'on avait fait, je sais que tu t'entends très bien avec lui et avec Hugo de Wilde également, Oui. hein, si vous n'avez pas vu l'épisode, on vous invite à le revoir, où lui est fils d'un journaliste, mais qui a des pour, des contre. Ton papa, je crois que c'était un peu pareil, forcément, dans un milieu, il y a toujours des gens avec qui on s'entend. Le fait d'être la fille de... ça t'a aidé, déforcé, ça a changé quelque chose ou finalement ça n'a pas changé grand-chose? Je pense que, un peu comme tout, il y a des points positifs et des points qui sont peut-être plus difficiles. En fait, à un moment donné, c'est vrai que quand je suis devenue une jeune adulte, j'ai ressenti le besoin de prendre ma carrière en main parce que papa, il avait été dans un sport automobile des années 70-80 qui était plus forcément le sport automobile dans lequel je débarquais moi. En tant que femme dans le sport automobile, je trouvais qu'être la fille de mon papa, c'était avec toutes les bonnes intentions que lui il avait, parce qu'il n'a jamais rien voulu d'autre que je réussisse et mon bien-être et tout ça, donc il n'a jamais rien fait à l'encontre de ça, mais il n'y a rien à faire. T'as 17 ans et
t'arrives dans un paddock où tout le monde dit bah t'es la fille de papa. Tu veux qu'elle en cycle. Moi j'avais besoin de prendre les choses, de prendre les rênes, de faire mon truc. J'ai étudié le marketing, je me suis très vite intéressée à comment convaincre les sponsors. Dès que les réseaux sociaux ont commencé à prendre une importance, j'ai commencé à gérer ça. Et ça forcément c'était des choses qui étaient pas à jour pour mon père. Enfin, mon père a rejoint Facebook au moment où c'était déjà plus à la mode, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, il y avait un décalage et c'était important pour moi de prendre les rênes de ma carrière, quoi. Mais je peux te dire que je reçois quand même toujours au moins 6 SMS par week-end sur j'ai vu que tu mettais pas la 3e là-bas, pourquoi est-ce que pendant les essais vous avez pas mis des pneus neufs à ce moment-là et tout. Et en général, je réponds pas à ça. Parce que justement, voilà, je comprends qu'il ait ce besoin d'être impliqué, mais c'est moi qui décide de la limite où je dis, écoute, on sera les premiers à aller boire un verre ensemble et à fêter un bon résultat ou à discuter de la course et tout une fois que je serai sorti, mais moi c'est mon cadre professionnel. Donc à un moment donné, je mets un cadre professionnel, quoi. Mais on y arrive. Petit à petit, on a fait les ajustements et on y arrive maintenant. Alors tout ça, on en a déjà parlé en privé, mais pour être dans le sport auto depuis plus de 20 ans, finalement, souvent les papas, c'est particulier. Moi, j'ai beaucoup travaillé en karting, je comprends. Et forcément, et j'ai des fils aujourd'hui et qui font du sport, et forcément, on a ce côté qui est très difficile. Donc on salue Kirin, qui m'envoie aussi régulièrement des SMS d'ailleurs. Voilà. La course. Quand moi je ne réponds pas, il t'envoie un message. En disant, est-ce que tu as vu ça? Ou est-ce que tu es d'accord avec la décision qui a été prise? Donc on le salue Kirin, mais qui est avant tout un énorme passionné aussi. Et bravo. Oui, c'est sûr. Bon, mais du coup, bravo pour le choix de ta première question. Je te félicite, Zara, parce qu'elle nous a permis directement de plonger. C'est le talent. Allez, vas-y, je te laisse retirer d'autres, tout à fait de manière aléatoire, et lire la question à haute voix. Si je pouvais changer quelque chose dans mon parcours, très franchement, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des grosses erreurs. J'ai fait des choses dont je suis plus fier que d'autres. Je ne changerai pas grand-chose. Je ne pense pas que je puisse te dire, tiens, ça, j'aurais dû faire différemment. En fait, je suis quelqu'un qui vit pas dans le regret. Je suis quelqu'un qui essaye de... Quand je fais une connerie ou quand je me dis, OK, là, j'aurais dû faire les choses autrement ou quoi, j'ai plutôt tendance à vraiment faire une introspection et à essayer de comprendre pourquoi j'ai fait une connerie, pourquoi je suis parti dans la mauvaise direction, pourquoi ça n'a pas marché. Donc d'apprendre quelque part de l'erreur. Et en fait, tu vois, je me dis, est-ce que ma carrière aurait été complètement différente et ça aurait été plus facile si j'avais démarré avec 10 millions d'euros devant moi? Oui, c'est certain. Est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que j'aurais appris toutes les leçons de vie que le sport auto m'a amené? Je suis pas certaine. Non, c'est certain. Et j'aurais pas envie d'être quelqu'un d'autre parce que je suis très heureuse aujourd'hui de la vie que j'ai construite. Je suis très fière de ce que j'ai accompli en sport auto. Alors je suis pas devenue championne du monde de Formule 1. Je suis pas la pilote la plus rapide du monde ou j'ai pas un palmarès à faire rougir les plus grands champions d'endurance ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait avec ce que j'avais. Je l'ai fait avec toute ma passion et mon amour du sport auto et je me suis toujours donné à 200%. Donc en fait, quand je vois la vie de cette façon-là, je me dis, il n'y a pas grand-chose à changer. Je suis heureuse dans ma vie, j'ai accompli des trucs incroyables en sport auto, j'ai accompli des trucs incroyables en dehors du sport auto. Donc, il n'y a pas grand-chose que je changerais définitivement, quoi. Allez, parfait. Beaucoup de sagesse dans ta réponse, je trouve. Vas-y, on reprend une autre question, si tu veux. Une personne qui a joué un rôle clé dans ma vie. Oh là là, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il n'aime pas que je parle de lui. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont joué des rôles clés dans ma vie. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu mes parents, ma petite sœur. Il y a eu des sponsors, des mécènes, des gens qui ont supporté ma carrière. Mais je pense que pour ceux qui me connaissent depuis un petit temps, ils savent qu'il y a une personne avec qui je partage ma vie depuis que j'ai 19 ans. Et qui a toujours été là dans les moments de galère ou pas, qui m'a beaucoup aidé, avec qui je partage tout le bon, le moins bon, le sport auto, le pas sport auto, et c'est Greg. Greg, il est l'homme de l'ombre. Il déteste être... je pense que sur mes réseaux, etc., la plupart des gens ne savent pas que je suis en couple, mais effectivement, je suis avec Greg depuis 17 ans. Il déteste être mis en avant, il n'aime pas être dans mes publications, des trucs comme ça, donc je respecte ça, mais effectivement, on
vit ensemble depuis une éternité. Mais vous êtes indissociable, alors? Oui. Je salue Greg, que je connais en privé, oui, de tout le à croiser fait. sur les circuits évidemment, qui est un excellent kartman d'ailleurs. On a déjà fait des cours de karting ensemble, on s'est affrontés. Comment est-ce qu'il vit, est-ce qu'il a vécu, notamment ces dernières années, ton éclosion en tant qu'Iron Dance, ta popularité? Ça ne doit pas être facile, quelque part. La chance que j'ai, c'est qu'on partage cette passion de l'automobile. Et comme tu dis, il a fait beaucoup de karting, il a aussi fait du sport automobile quand il était plus jeune. Donc, il comprend cette espèce de besoin viscéral de dire j'ai une opportunité de rouler, j'y vais. Tu vois, donc quand l'opportunité Iron Dame s'est présentée et que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à faire 20 week-ends de course par an et que j'étais plus jamais à la maison et que à aucun moment, il m'a fait ressentir c'est quand même un peu lourd ton truc là. Tu sais, on avait une vie qui était quand même complètement différente avant, où j'étais beaucoup plus là et tout. Non, il est rentré dans le truc avec moi. Il a trouvé que c'était génial ce qui m'arrivait. Je me rappelle, il est venu chaque année aux 24 heures du Mans depuis que j'ai rejoint le projet, et chaque année il est aux 24 heures du Mans et il reste éveillé pendant les 24 heures, et c'est lui qui, parce qu'on a des physios et tout pour faire ça, mais c'est vraiment lui qui va me chercher un truc à manger à l'hospitality, qui vient me réveiller entre les relais et tout, mais par contre jamais en étant intrusif. Il va jamais, par exemple, si jamais il a l'impression qu'il y a un ingénieur qui vient me parler, il va sortir de la pièce, alors qu'il fait partie de l'équipe, tu vois, mais il a ce côté très discret. Je suis là, quand tu es sur les circuits, je suis là pour toi, mais je veux surtout pas être un fardeau ou être de trop. Et on fonctionne très très bien parce que en fait Quel programme? c'est exactement, mais on a une façon de fonctionner en fait où on sait le moment où l'un a plus besoin de l'autre et on compte pas les points, quoi. Donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés, ouais. Belle leçon. On dit souvent, il y a une phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais derrière une grande femme, il peut y avoir un grand homme aussi, finalement. Très, très franchement, je pense que tu peux dire la même chose dans l'autre sens pour lui, parce qu'il a une carrière dans son domaine, il est avocat qui est absolument incroyable. Et ça marche dans les deux sens, tu vois. Parce que tu es là aussi, voilà, évidemment. Non, mais je veux dire, c'est là qu'il y a un équilibre. Je pense que la chance qu'on a, c'est qu'il y a un équilibre. Ce serait beaucoup plus difficile si c'était seulement un de nous deux, quoi. Bon, allez, on passe à la question suivante. Je te laisse tirer dans l'éventail. Tu sais qu'il va m'en vouloir d'avoir raconté tout ça. Ah ouais. Non, Greg, c'est désolé. Ouais, le but de cette émission, c'est aussi qu'il y ait un côté un peu plus intimiste. Greg, j'espère que tu me pardonnes. Question suivante. Un souvenir marquant de mon enfance. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors attends, il faut que je réfléchisse dedans. Qui te revient et qui, moi je sais que j'en ai quelques-uns forcément, mais où tu te dis, tiens, celui-là, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si ça a changé ta vie, mais ça conditionne le reste? Ou ça définit qui tu es? Alors, je ne vais pas parler bagnole, je vais prendre un souvenir qui n'a rien à voir, mais qui a été vachement important. Quand j'avais... C'est peut-être plus tout à fait exactement mon enfance, j'étais plus ado, mais j'étais pas spécialement proche de ma petite sœur en grandissant parce qu'on avait 6 ans d'écart, et donc on était plutôt à s'engueuler tout le temps, et voilà, le truc de sœur, quoi. Et en fait, Julia faisait de l'équitation et elle a eu un accident assez grave quand elle était jeune ado, elle avait 13-14 ans, je crois. Et moi, j'étais pas là, et j'ai eu ma petite sœur au téléphone, elle venait de chuter, et en fait, elle pouvait plus bouger, et il y avait des gens autour d'elle qui disaient à ma mère qu'il fallait la garder éveillée, on avait peur qu'elle soit paralysée et tout. Et moi, j'ai eu Julia au téléphone qui m'expliquait qu'elle était tombée, qu'elle avait entendu un grand crack, et que elle pouvait plus bouger, elle a été opérée. En fait, il se trouvait qu'elle avait cassé le col du fémur, elle a eu une grosse opération à la hanche et tout. Et c'est vraiment un moment, si tu veux, où il y a un avant et un après l'accident dans ma relation avec ma petite sœur, mais aussi dans ma relation justement à la vie et tout. C'est que pendant les 12 heures qui ont suivi ça, j'ai cru que ma petite sœur allait être en chaise roulante jusqu'à la fin de sa vie. Et j'imaginais
la vie qu'elle allait avoir et comment on allait faire pour qu'elle ait une vie chouette, quoi, tu vois. On voit plein de gens super inspirants qui sont en fauteuil et qui font des trucs incroyables. Donc j'étais vraiment, tu sais... 12 heures, pardon, ouais, ton tu cerveau cogites, tourne en disant comment on va et faire. moi, je suis là et je suis déjà dans ce kiff de faire du sport. Et j'ai toujours aimé la compétition. Et pour moi, Julia, elle a 13 ans, elle a tout un avenir devant elle, tu vois. Et je cogite là-dessus. Et vraiment, c'est un moment qui m'a très fort marqué parce que tu te rends compte déjà à quel point ça est fragile. Tu vois, à quel point c'est pas spécialement une question de perdre la vie ou quoi, ça peut être juste un truc qui t'arrive, qui fait, je me dis, voilà, si demain il m'arrive un truc comme ça, que je suis paralysé, est-ce que je peux toujours conduire des voitures de course? Est-ce que tu te poses des questions sur toi-même, tu te poses des questions sur ta famille? Et moi, ça a vraiment été un moment très très marquant dans mon histoire parce que d'abord, ma relation avec ma petite sœur a complètement changé du jour au lendemain. On est devenus beaucoup plus proches et voilà, elle est même venue vivre chez moi avec Greg pendant plusieurs années, pendant ses études et tout. On a vraiment développé une relation complètement différente. Et quand je regarde un peu la vie et les coups durs qui peuvent tomber, je me dis, attends, regarde, il y a des choses... Ça t'a poussé à profiter plus de la vie, en fait. à profiter et à ça, relativiser, ouais. tu vois, et à se rendre compte que finalement, on a quand même beaucoup de chance d'être en bonne santé, d'avoir nos proches qui sont en bonne santé, de pouvoir vivre la vie qu'on veut. Et si parfois on ne trouve pas le budget qu'il fallait pour participer à la prochaine course, c'est pas une raison pour baisser les bras et arrêter, quoi. Tu serres la tête, pardon. Merci, Sarah. Vas-y, je te laisse passer à la question suivante. Ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté. Très franchement, ce serait facile de te dire, quand on a gagné à Bahreïn avec les Iron Dames, quand on a été vice-championne du monde, le fait d'avoir fait 5 fois Le Mans. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai fait en sport auto qui me rendent fier. Le truc dont je suis le plus fier, c'est la façon dont j'ai réussi à changer un peu mon regard sur la vie. Et pendant des années, j'ai beaucoup galéré. Et quand tu galères beaucoup, c'est facile de tomber un peu dans l'aigreur. Tu sais, t'es un peu jaloux, tu vois les autres qui réussissent, tu vois les pilotes où tu te dis « ouais, mais j'avais plus de mérite, j'aurais dû avoir ce volant. » Et j'ai été comme ça pendant très longtemps. On en a parlé un jour en privé, je me permets de Oui, je t'en dire, mais tu disais notamment avec Vanina X, Oui, qui, tout à fait. quand toi tu arrives en 2005, donc tu as 15 ans, Oui. c'est ça, hein, donc tu vas avoir 16 ans, tu fais de la Formule 4, puis tu as essayé de développer des volants sans trouver. À l'époque, Vanina est au sommet de sa carrière, elle fait des TM, elle était aussi la fille forcément de Jackie. Et je sais que tu m'avais dit à un moment que tu ressentais une forme de jalousie. Oui, bien sûr. Si tu veux, c'est un peu de l'aigreur parce que toi, tu es en galère et tu essayes de sortir du lot et tu essayes de faire des trucs, tu n'as pas d'argent. C'est facile en fait d'en vouloir aux autres. C'est plus facile de dire c'est pas juste. Se remettre en question, ou d'accepter. Ouais, ou de juste accepter que voilà, il y a des gens dans des périodes de leur vie qui vont avoir peut-être un peu plus de chance que toi. Mais c'est pas leur faute à eux si toi t'as pas le succès que t'espères avoir. Et c'est la période de ma vie dont je suis peut-être la moins fière. Mais je pense que c'est en passant par là, si tu veux, et en faisant toute cette remise en question, que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, très franchement, c'est moi qui ai appelé Vanina pour lui proposer de rejoindre le projet Iron Dames. Et je suis... j'étais... En 2025, Vanina X revient à la compétition avec les Iron Dames, et c'est grâce à Sarah Bowman. C'est grâce. Disons que j'ai passé en tout cas, c'est toi qui es quand même le... J'étais super heureuse de le faire. Et quand Vanina et Martha sont montées sur leur premier podium et ont eu leur première victoire en Le Mans Cup, j'étais là pour les applaudir et les prendre dans mes bras et tout. Donc, avoir vu à Spa, le LMS aussi, elles étaient... Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, je peux me réjouir du succès des autres. Ici, par exemple, on parlait de Hugo, c'est assez comique parce qu'il y a 2-3 ans, on s'entraînait ensemble et lui galérait, il savait pas ce qu'il allait faire l'année prochaine parce qu'il n'avait pas son volant d'usine encore. Et moi, j'avais 20 courses par an avec les Iron Dames et en fait, nos agendas se sont inversés. Lui, maintenant, il est pilote d'usine pour BM et il n'arrête pas d'être parti. Mais je me réjouis pour lui, je suis contente pour lui. Et le fait que, moi, il y a eu un coup de frein dans le programme Iron Dames et que je suis pas en galère, mais je dois travailler d'une façon différente aujourd'hui. 2020 va être une saison moins remplie. Je me dis pas c'est trop injuste, non, je me dis attends, voilà, c'est cool que tu as des gamins comme Hugo et que tu aies plein de gens talentueux qui aient des opportunités et tout, et autant se réjouir de ça et s'en inspirer.
moi, voilà. Et ça, c'est un truc dont je suis fier parce que je pense que c'est le truc le plus difficile que j'ai fait dans ma vie, c'est de sortir de cette jalousie et plutôt pouvoir me réjouir pour tout le monde et être heureuse avec ce que j'ai, quoi. Ah, c'est bon, enfin, on mélange avec les autres, je te laisserai choisir. Voilà, Pardon, excuse-moi. Pas de problème, voilà, on a laissé tomber une carte si vous nous suivez en podcast. Ça me permet aussi de vous rappeler, n'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un commentaire, tout ce que vous faites qui peut nous aider à développer cette émission si vous aimez les interviews comme celle qu'on est en train de mener avec Sarah. Tu fais ça bien, hein? Ouais, ouais, je me noie dans ton... Vas-y, lis-nous la question suivante, s'il te plaît. Ma plus belle course. Difficile de choisir. Je suis très très fière. C'est marrant parce que c'est pas du tout une course qui a été remarquée ou quoi, mais je suis très très fière de la dernière course que j'ai fait l'année dernière avec les Iron Dames. L'année dernière, la finale de l'ELMS, voilà, à Portimao. Déjà, je devrais pas le dire, mais c'est mon circuit préféré. Tu peux le dire. Non, mais bon, je vais me faire un petit peu descendre parce qu'en tant que Belge, voilà, j'adore Spa, mais j'aime beaucoup Portimao. En fait, si tu veux, l'année dernière, j'avais quand même un gros challenge qui était ma première saison en tant que silver à ce niveau-là. J'avais été upgradé du statut de bronze vers silver et je voulais... Je rappelle juste brièvement, oui. Mais bronze, en gros, ce sont les pilotes dits amateurs. Alors toi, tu étais une amateur très éclairée, comme beaucoup d'ailleurs dans le championnat. Et puis tu étais considérée officiellement comme une jeune professionnelle ou semi-professionnelle, dans ton cas. Semi-professionnelle, ça veut dire notamment que dans le classement des silver, tu devais affronter par exemple des pilotes qui viennent de la Formule 2, de la Formule 3, des jeunes, où tu te retrouves. Voilà. Ah ouais, donc, d'un seul coup, donc il y a dans ce groupe des pilotes silver, voilà, et dans les équipages, juste pour qu'on précise bien, donc par exemple au championnat du monde d'endurance, il y a donc un pilote bronze dit amateur, un silver semi-professionnel et un pilote professionnel. Ça me permet d'ailleurs de vous annoncer, j'en profite Sarah, mais le championnat du monde d'endurance de FIA WEC qui passera par Spa le 9 mai d'ailleurs, puisqu'on en profite, ce sont les grands rendez-vous de l'endurance, FIA WEC à Spa le 9 mai et les 24 heures de Spa fin juin. Voilà, comme ça c'est fait. Silver, donc on revient 2025. Ta première saison en tant que pilote silver face aux autres semi-pro, c'était un défi énorme. C'était un défi énorme. C'était aussi l'occasion pour moi de montrer que j'avais évolué pendant ma période Iron Dames et que j'avais pris beaucoup d'expérience et que je pouvais être un pilote professionnel ou semi-professionnel. Et si tu veux, pendant toute la saison, forcément, j'ai eu un peu mes hauts et mes bas. On gagne la première course, ça se passe super bien. J'ai eu des courses où j'étais un petit peu moins dans le coup où j'aurais été dans le coup en tant que bronze, mais où en tant que silver, j'étais pas tout à fait au niveau auquel je voulais être. Et en fait, si tu veux, quand j'arrive à Portimao, je sais que mon avenir au sein des Iron Dames, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer et tout. Et donc, j'ai un peu cette émotion de me dire, c'est peut-être ma dernière course avec les Iron Dames telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et vraiment, j'y suis allé en mode, quoi qu'il arrive, je ne veux pas avoir de regrets, quoi. Et avec Michi et Célia, on avait vraiment construit une chouette relation pendant toute la saison et on a passé des super bons moments au circuit, on a rigolé, ça s'est bien passé. Et au volant pendant mon relais, j'ai vraiment été au niveau auquel je voulais être en tant que silver. Je suis remonté sur des gars qui font partie des silver les plus rapides. J'ai fait vraiment un relais nickel, clean sheet. C'est juste que, si tu veux, comme il s'est rien passé, c'est pas des choses qui sont... tu sais, voilà, ça s'est pas vu à l'écran que je faisais du bon boulot, mais moi je sais, quand j'ai regardé mon tour par tour après, quand j'ai analysé mes stats, mes datas, mes trucs et tout, je sais que ce jour-là, la performance que j'ai délivrée, c'était du solide. C'est-à-dire que ta marge de progression, on est toujours en train de progresser pour le moment, et finalement ta dernière course était, selon toi, ta meilleure. Tu sais, on dit toujours que voilà, t'as une période où tu t'améliores et puis après c'est... Moi, quand je vois avec les moyens qui ont été mis à notre disposition avec Iron Dames, j'ai fait que m'améliorer. C'est top. C'est top de se dire que tu peux encore te surprendre passer 35 ans. Bon, je te souhaite que la prochaine soit encore mieux. Exactement, c'est le but. Vas-y, je te laisse. Ouais, t'en as plus que ce que je pensais des questions. Ah oui, on va faire trop qu'une heure, c'est sûr, c'est mort. On s'est dit qu'on allait se limiter à 1 heure. Alors, vous n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous aimez ce format, cette longueur. Donnez-nous vos retours. Et une fois encore, merci aux partenaires qui nous soutiennent. Ça t'a laissé le temps, du coup, de réfléchir à la question. J'aime beaucoup celle-là. Juste après ma plus grande fierté, tu sais. La plus grosse bêtise. Est-ce qu'on peut le dire? T'as quand même un joker, c'est vraiment, mais on a parfois eu, je sais que tu as écouté certaines émissions, on a parfois eu des trucs très amusants avec ça.
des anecdotes un peu savoureuses du coup. Oh, écoute, j'en ai fait des conneries. Hein. C'est pas que je suis en train de réfléchir en mode comment est-ce que j'ai fait tu ne dis pas laquelle je vais dire, il faut que je trouve celle qu'on peut dire. Non, parce que une fois de plus, je suis pas. Je peux revenir sur tout un tas de trucs qui me sont arrivés et tout à fait reconnaître les erreurs que j'ai pu faire. J'essaie juste de réfléchir à laquelle a peut-être eu le plus d'impact sur moi. Là, comme ça, la première qui me vient, je vais te dire, c'est la première manche du GT World Challenge en 2022. Tu t'en rappelles? Monza? C'était Imola. Imola, c'est la première fois avec les Iron Dames qu'on va en GT World. Premier tour en arrivant dans le double gauche en descente. Ouais. Je me souviens maintenant. Ouais. Tu sais, tu construis tout un week-end de course, machin et tout. Le team s'investit à fond. On arrive en GT World, ça a été compliqué parce que forcément le team a beaucoup de programmes. Donc rajouter des programmes, c'est... Enfin voilà, les gens, les mécanos et les ingés, ils voient pas leur chez eux pendant des semaines, parfois à la filaire. Et là, on construit le truc, on fait une bonne qualif, je crois qu'on est 4e ou 5e dans la catégorie, mais du coup, on est en plein dans le ventre mou du peloton. Et je prends un super départ après la moitié du premier tour, donc juste vraiment le tour de lancement, quoi. Je suis 2e de catégorie et juste devant moi, en fait, j'ai le leader. Donc je me dis, génial, je peux prendre la tête de la catégorie. Et là, je tente un dépassement dans le premier Lesmo. Et en fait, je tente un dépassement un peu naïf parce que j'ai beaucoup roulé en WEC et en ELMS avant ça, où les pilotes bronze sont très... à cette époque-là, ils sont un peu plus tendres. Ça a changé depuis, mais à cette époque-là, c'est... On dit souvent le niveau en GT World Challenge des pilotes bronze. En tout cas, il est beaucoup plus agressif. Et en fait, je pense que si je montre mon nez, le gars va m'ouvrir la porte. Mais il n'est pas obligé, je suis pas à sa hauteur, tu vois. Et au final, en fait, je m'accroche avec lui, il continue, mais moi, je fais une pirouette, je fais un tête à queue, et j'ai 20 bagnoles qui m'évitent, et puis malheureusement, il y a une pauvre McLaren, je crois, à l'époque, qui peut pas m'éviter, qui me coupe en deux, quoi. Il y a des dégâts sur la bagnole de dingue, et sur leur bagnole aussi, donc je m'en veux, parce que c'est vraiment une bête erreur de premier tour et de mauvaise gestion de mon stress et tout. Et ça a été une grosse remise en question pour moi parce que ce jour-là, je me suis fait bien engueuler par Andrea Piccini, qui est une personnalité du paddock. Ex-pilote, ancien vainqueur de 24 heures de Spa notamment. Tu veux pas te faire engueuler par Andrea. Tu veux pas... Il a l'air très gentil, Andrea. Oui, non, mais quand il s'énerve, il est très, très énervé. Qui était le team manager, évidemment, d'Iron Lynx et des Iron Dames. Et non, ce jour-là, ça a été une grosse remise en question pour moi parce qu'en fait, si tu veux, j'étais vraiment dans ce mood où j'étais la bronze dans l'équipage, mais en fait, je voulais être plus. Et il a vraiment fallu que je me remette en question et que j'accepte que c'était pas mon rôle en fait, c'était pas mon rôle de faire ce genre de truc dans le premier tour de course. C'était le rôle éventuellement de Michi dans un sprint final pour essayer d'aller gagner la course, mais au départ d'une course de 3 heures, en me battant contre un bronze que j'aurais probablement dépassé facilement un peu plus loin dans la course, c'était stupide de ma part et ouais, j'étais pas fier ce jour-là. La leçon a bien été retenue. C'était pas l'ESMO, mais les 2 derniers virages, je retombe pas, c'est Rivazza, non? Les 2 derniers. Ah, l'ESMO qu'on appelle ça? Non, l'ESMO, c'est à Monza. Oui, t'as raison, excuse-moi. Du coup, c'est les deux gauches, juste avant de revenir sur la ligne droite. Freinage très compliqué en descente parce que vous avez tout le poids de la voiture qui remet. Je me suis fait embarquer dans mon truc, voilà, excès d'enthousiasme. Voilà, ça arrive. Reconnaître ses erreurs, déjà. On y va. Allez, vas-y, question suivante. On va dépasser l'heure, mais tant pis. Allons-y. Sinon, on laisse tomber au hasard des questions, mais voilà. Ah, c'est une question... bon, toutes tes questions sont intéressantes, mais celle-là, elle est intéressante. Ce que j'aimerais changer dans l'évolution de mon sport. Et ça, c'est un sujet d'actualité. D'accord. Vas-y. Bah écoute, je crois que... allez, quand on parle de notre sport, on parle de l'endurance, on parle du WEC, on parle du GT World, on parle du GT3, on parle des développements des nouveaux championnats, des jeunes talents. On parle de la F1, des nouvelles réglementations. Si tu veux, moi, j'ai toujours été une grande partisane du fait que, pour moi, une des choses qui fait que le sport automobile est très spécial, c'est que c'est un laboratoire de développement de technologie. Pour moi,
on est un des seuls sports qui participe à l'évolution de la technologie pour la population de manière générale. Même pour les gens qui n'en ont rien à faire des voitures, on participe à la mobilité qui est un sujet crucial. Et on le voit dans l'hybridation des voitures de course, dans le développement de championnats avec des voitures électriques, dans la F1 qui aujourd'hui a une répartition de 50-50 entre de la puissance électrique et de la puissance thermique. On est en plein dedans. Même pour des détails, hein. Je me souviens les feux LED qu'Audi a développés au 24 heures du Mans et qui sont sur presque toutes les voitures aujourd'hui. Les pneus à l'époque, les ceintures, les arceaux, etc. Il y a eu plein de choses, si tu veux, qui ont été développées en sport automobile et qui ont participé à... Ce que je trouve parfois un peu dommage et que j'aimerais changer dans l'évolution du sport, c'est que c'est souvent assez mal communiqué et que du coup les fans ne s'y retrouvent plus. Quand je vois aujourd'hui la façon dont la F1 a été critiquée, à raison probablement pour cette nouvelle réglementation et la façon dont les courses changent, je suis la première à avoir mes doutes sur certaines choses que j'ai vues pendant le début de la saison. Je suis la première à trouver que conduire une hypercar aujourd'hui, je crois que c'était plus amusant de conduire une LMP1 à l'époque. Donc, en fait, qu'on soit un laboratoire de développement, oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est un sport et qu'il y a un aspect compétition. Voilà. Et en fait, pour moi, on a du mal à allier les deux en permanence. Et c'est ça qui devrait changer. Après, je ne dis pas que c'est facile. J'ai pas la solution. Hein. Je sais qu'on a des... Non, parce que beaucoup de constructeurs viennent aussi dans le sport parce qu'ils peuvent justement avoir ce laboratoire et qu'ils le justifient comme ça, aussi bien en termes de recherche et développement qu'en termes de marketing. Ouais. Et donc, c'est là, si tu veux, que je suis un petit peu... parfois, je me dis, j'ai pas la solution, mais je me dis, il y a peut-être des petites choses qu'on pourrait faire vis-à-vis des fans, vis-à-vis des pilotes et tout. Peut-être inclure un peu plus, parfois, les pilotes et les fans dans ce genre de décisions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois, tu peux prendre des avis de grand nombre de personnes de façon très facile. Les pilotes, il y a plein de pilotes qui sont hyper impliqués dans les développements et tout. Et je trouve que parfois, on est un petit peu laissé sur le côté parce que notre rôle, c'est de conduire le plus vite possible sur un tour et puis basta. Alors que je sais qu'on a peut-être des valeurs ajoutées qu'on peut amener dans la discussion, mais on n'est pas vraiment pris en compte, quoi, tu vois. Attention de ne pas oublier le côté sport, effectivement. Et puis, il y a des choses qui ne changent pas grand-chose, comme par exemple le carburant, qui est le carburant utilisé en FIA WEC comme en GT World d'ailleurs. C'est un carburant qui est produit, en l'occurrence, par Total Energy, mais qui est un carburant 100% d'origine végétale, et notamment des déchets de la viticulture. Et là, on ne voit pas la différence, par contre, mais le Sport Auto est un laboratoire qui a permis de développer ce laboratoire. C'est dingue ce qu'ils ont fait, c'est clair. Merci. Allez. Sarah, vas-y. On enchaîne, question suivante. Ce que je n'ai jamais osé dire, mais que je vais dire aujourd'hui. J'aime beaucoup celle-là. Oh putain, mais attends, tu te poses des trucs. Ce que j'ai jamais osé dire, mais que je vais dire aujourd'hui. Bon, on a déjà parlé du fait que j'ai été très jalouse de Vanina, donc je peux même pas reprendre ça. Elle le sait. Hein. Tu cales vraiment, je te laisse le joker. Hein, c'est pas que je cale, c'est juste que j'ai besoin d'une minute pour y réfléchir. Mais tu peux la couper après au montage. Hein. Ce que j'ai jamais osé dire, mais que je vais dire aujourd'hui. Confirme, on fait tout en condition du direct, complètement. Ah oui, ok, non, alors attends, je mets la pression. On ne remet pas là. Ce que j'ai jamais osé dire, mais que je vais dire aujourd'hui. Je sens ton rythme cardiaque qui augmente d'un coup. Non. Non, mais non, tu vois, j'allais dire, mon circuit préféré n'est pas Spa-Francorchamps. Tu vois, il y a des trucs, je t'ai déjà donné du matériel. J'ai déjà répondu à la question, soyons là. D'accord, je te laisse passer à la suivante. Si je pense à un truc, j'y reviens plus tard. Mais tu vois, on a eu des événements intéressants, comme par exemple, je le salue, André Lauterer, qui avait été notre premier numéro et notre parrain, qui avait dit j'ai choisi à l'époque pour aller chez Porsche plutôt que chez Toyota. Ouais. Et quand on a vu le parcours derrière, j'avais été contacté, je regrette peut-être. Je sais que tu avais écouté cette émission, tu m'en avais parlé. Vas-y, je te laisse choisir dans les questions suivantes. Ah, ça c'était une question, je sais que c'était un sujet intéressant à aborder. Peut-on être pilote et maire ? Alors, je vais quand même le dire pour les gens qui vont regarder le truc. Thomas m'a posé la question très gentiment avant le podcast, savoir si on pouvait aborder le sujet, ce que je trouve très délicat de sa part et j'apprécie. C'est pas un sujet tabou, mais c'est vrai que c'est le genre de sujet où il faut être délicat quand on en parle. Parce que tu sais que je suis pas du tout ni d'un côté ni de l'autre par rapport au sexisme, mais c'est vrai qu'on peut dire pourquoi on n'aurait pas posé cette question-là à un pilote masculin. Alors pourquoi je l'aurais pas posé à un pilote masculin ? Parce que déjà il doit pas arrêter de rouler parce qu'il va être papa.
alors que forcément une femme enceinte C'est arrête de difficile de rouler, faire les 24 heures du Mans, on peut ça. pas, voilà, effectivement. Et puis il y a une notion de peut-être après, quand on est maman, etc. Donc voilà, c'est Ouais, vrai que c'est non, une mais question... Je suis. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, et c'est vrai qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, tiens, la question de la maternité, etc. À 36 ans, c'est normal. Enfin, je comprends qu'on se pose la question. En tout cas, si tu voulais être maman, c'est un choix. Certaines Ah ben, disent que je attends, veux pas l'être, voilà. moi, mais- je te dis, je suis avec Greg depuis des années. On est dans une relation complètement équilibrée, sérieuse et tout. Donc, ça ferait complètement du sens à un moment donné qu'on décide de fonder une famille. Je sais que lui est très impatient d'être papa un jour. Je sais que ma maman, et même mon papa maintenant, mais à la base, ma maman désespère d'avoir des petits-enfants. D'abord, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je suis pas devenue maman jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout que je refuse d'être maman ou quoi que ce soit. C'est simplement que j'ai jamais eu... Tu sais, depuis que j'ai 25 ans, on te dit un peu la même chose. C'est, tu vas voir, un jour, ça va venir, quoi. Un jour, tu vas le ressentir, le besoin, t'as l'horloge biologique qui va se mettre en... Bon, j'ai pas eu ça jusqu'à maintenant. Il faut dire que tu as été un peu occupée. Et j'ai été un peu occupée. Et, Dans ces dernières années, tu n'as pas forcément eu beaucoup le temps d'y penser. et donc, ouais, c'est juste quelque chose en fait qui m'a pas. Ça a jamais été une priorité pour moi, c'est jamais devenu une priorité, mais je n'ai jamais fait une croix dessus. Je me dis toujours que à un moment donné, quand j'aurais fait un peu le tour, que je considère. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je vais être maman et puis que je vais revenir 6 mois plus tard à la compétition. Tu vois, pour moi, le jour où j'aurai des enfants, je les aimerais tellement que j'aurais plus envie de partir 200 jours par an à l'étranger. Et le risque, le fait d'être maman et de prendre des risques, est-ce que tu penses Oui, que et ça aussi, très clairement, je crois que enfin, tu peux pas savoir exactement comment tu vas réagir à l'avance, mais moi je me dis, je pense pas que je serais capable de remonter même dans une GT3 et de prendre le Raidillon à fond en ayant un petit bébé de 6 mois qui m'attend à la maison. Je sais qu'à l'époque où mon père courait, il a arrêté aussi pour cette raison-là, parce que je suis née... Il a arrêté quelques mois après ta naissance, Oui, c'est pour ça. Oui, il est allé jusqu'aux 24 heures de spa et il a arrêté juste après. Parce qu'il avait peur. Enfin, Oui, parce qu'il a, d'après ce qu'il m'a raconté, parce que une fois de plus j'avais 6 mois, donc, mais il a fait les 24 heures avec un peu cette boule au ventre qui, il considérait que ça le ralentissait, qu'il prenait plus autant de risques qu'avant, et deux, que voilà, ses priorités avaient changé. Et moi, je suis prête à faire ça, mais le jour où vraiment ce sera un truc qui me prend aux tripes, quoi. Tu vois, en fait, j'ai toujours fait ma vie comme ça. J'ai fait ma vie au feeling. Donc, je vais pas, par pression sociale, me dire oula, maintenant il faut que je fasse des enfants parce que c'est ce qu'on attend de moi. Alors que moi, tout ce dont j'ai envie, c'est de mettre mon casque et d'aller rouler très vite sur des circuits. Le jour où je me dirais j'ai vraiment envie de faire ça maintenant, j'ai vraiment envie de fonder une famille et tout, je le ferai. Mais je ne vais pas le faire juste parce que c'est le truc à faire. Après, il y a des considérations biologiques. La science a pas mal évolué et j'ai pris les devants aussi par rapport à ça pour pas me retrouver dans 1 an ou 2 à vouloir fonder une famille et pas pouvoir le faire. Donc, je suis quand même quelqu'un qui planifie un petit peu les choses à l'avance aussi. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est pas du tout que je déteste les enfants ou quoi, parce qu'au contraire, j'aime beaucoup les enfants, mais j'ai jamais eu ce besoin viscéral de devenir maman qui m'a pris aux tripes. Le jour où ce sera le cas, je suis sûr que ça prendra une immense place dans ma vie et que ce sera ma priorité numéro 1, quoi. Merci pour cette réponse très franche et qui, quelque part, soulève la problématique de toutes les sportives de haut niveau. Parce que je pense à Kim Clijsters, qui avait arrêté pour la maternité, qui est revenue par la suite, etc. Donc c'est un défi. Merci Sarah. Vas-y. J'ouvre de nouveau l'éventail. Voilà. Je te laisse choisir. De nouveau, je précise, on est tout à fait au hasard. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Et ça nous emmène un peu partout. C'est ce qui fait le principe de cette émission Carte Control. Vous pouvez retrouver tous les numéros, évidemment, sur notre chaîne Tom Corner. Je laisse un peu de temps à Sarah pour réfléchir à la question suivante. Ça va. Ça va ? C'est une question plus facile. Les médias et la télé, mes meilleurs alliés. Ah oui, spécifiquement pour toi. Alors évidemment, Sarah, d'abord tu l'as dit, tu es très vite sur les réseaux sociaux. Oui. Avant d'être une Iron Dame, je me souviens que tu avais déjà travaillé sur des réseaux sociaux pour certaines marques.
On sait qu'aujourd'hui tu es pilote essayeuse, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour l'émission Automoto sur TF1 aussi. Et aujourd'hui où tu n'as plus le programme Iron Dames, on peut constater que tu redéveloppes notamment les réseaux sociaux. C'est quelque chose que tu aimes, que tu as envie de développer, de faire plus? Oui, alors c'est pour moi les médias, les réseaux sociaux, la presse, tout ça, si tu veux, très très tôt, ça a été un outil pour réussir à continuer à courir. Moi, si tu veux, en fait, toutes les décisions que j'ai prises depuis mes 15 ans, toutes les décisions d'orientation de mes études, mes trucs et tout, c'était dans l'optique de me dire, OK, j'ai besoin de sponsors. Qu'est-ce que je fais pour convaincre ces sponsors? J'ai étudié le marketing, c'était la raison principale pour laquelle j'ai étudié le marketing. En fait, mon idée, c'est d'utiliser mon image, les médias, les réseaux sociaux, etc., pour être un petit peu, avoir de la visibilité un peu partout et utiliser cette visibilité pour mes sponsors. C'est pas spécialement que j'aime bien avoir ma tête partout. Au contraire, en général, c'est pas trop mon truc. Mais ça a une vraie portée. Et c'est vrai que je suis une femme dans le sport automobile et j'ai utilisé cet atout comme une force. J'ai jamais considéré que c'était un sport macho qui ne m'accueillait pas ou qu'on voulait pas de moi en tant que femme. Quoi. Enfin, je n'ai jamais adopté cette attitude-là parce que au contraire, en étant la seule femme, en général, si même je terminais 5e d'une course, on parlait de moi dans le petit article de résumé de cette course en disant... Ça a été un avantage dans certaines situations. En tout cas. Dans certaines situations, ça a été un avantage. Et c'est de cette manière-là que j'ai toujours voulu le voir. Parce que je pars du principe que sinon, tu t'apitoies sur toi-même et tu vois que le négatif. Donc moi, j'ai vraiment essayé d'utiliser ces médias pour ça. Et effectivement, il y a beaucoup... tu vois, un truc que j'ai jamais avoué, mais que je peux te dire aujourd'hui. Moi, j'étais quelqu'un qui était incapable de parler devant une classe quand j'étais en secondaire. Un jour, on avait un prof qui nous a demandé de venir réciter un truc devant la classe. J'étais devant 15 personnes que je connaissais. Tu avais peur? Je n'ai jamais réussi à passer le texte. Jamais. Je m'y suis repris à 3 semaines d'affilée. Une forme de timidité ou de... Impossible. J'avais vraiment un truc, j'étais super mal à l'aise et c'est une des choses que le sport auto m'a apporté, c'est qu'en fait, à force d'être exposé et de ne pas avoir le choix, et puis parce que tu devais le faire, parce que tu savais que c'était important pour aller chercher des sponsors, etc., tu étais obligé de le faire. Exactement. Donc effectivement, j'étais plutôt quelqu'un de super timide et j'ai dû développer ça pour pouvoir survivre et trouver des budgets, quoi. Alors ton rôle de pilote essayeuse sur Automoto, par exemple, en quelques mots, c'est comment c'est venu et comment tu le vis aujourd'hui? J'adore faire ça, c'est vraiment une chouette expérience et la télé c'est un monde complètement à part, mais j'ai la chance que ce soit une équipe de passionnés. Donc si tu veux, on s'y retrouve et on passe des bons moments ensemble, évidemment avec les présentateurs de l'émission et les journalistes de l'émission, mais aussi l'équipe de manière générale qui, tu vois, t'as les cadreurs, les prises son et tout, tu sens que c'est tous des gens qui aiment bien être là, qui aiment bien les bagnoles et tout, donc on passe des très chouettes moments. En fait, d'après ce que j'ai compris, ça faisait un petit temps qu'ils avaient envie d'avoir une touche plus féminine dans l'émission, mais c'était très très important d'avoir quelqu'un de légitime. Ils ne voulaient pas prendre une femme pour faire des quotas. Parce que sinon tu fais pire que bien en fait quand tu fais ça. Il faut une femme qui connaisse le sujet, qui sache conduire, etc. Et tu remplissais les cases? Je remplissais les cases, je les avais rencontrés plusieurs fois sur des petits tournages qu'ils étaient venus faire sur le WEC, et ils étaient venus m'interviewer parce que j'étais la seule francophone de l'équipe Iron Dames. Et en fait, il se trouve que j'ai pris un de leurs journalistes, Romain Chemoul, avec moi au WEC à Spa l'année dernière. Il est monté dans un hot lap, tu sais, un tour pour les guests. Je faisais ça, voilà, et... Comme j'étais dans une voiture assez bruyante, en fait, je lui ai dit on a des micros, mais on va pas s'entendre l'un l'autre, donc je vais commenter un peu le tour. Et puis après, au montage, vous faites ce que vous voulez avec les images. Et en fait, quand ils ont fait le montage, ils ont trouvé que c'était vachement chouette et que je commentais ça bien. Et donc la semaine d'après, ils me passaient un coup de fil pour savoir si ça m'intéressait de rejoindre l'émission. Donc c'est le genre de truc qui, une fois de plus, tu vois, c'est juste des faits de la vie qui ont créé une opportunité et que j'étais contente de saisir, quoi. Merci Sarah. Alors je vais déroger à la règle, je vais t'imposer la question suivante, mais parce que tu en as déjà un peu parlé et dans les quelques remarques qu'on a reçues des émissions en disant parfois on revient des sujets qu'on a abordés, je la lis moi-même du coup si tu veux bien. Être une femme pilote finalement plus facile, plus compliqué. Alors tu as dit pour chercher des sponsors, oui ça t'a aidé. Par contre être une femme dans un paddock malgré tout, est-ce que tu as ressenti parfois des remarques, des choses où c'est dur quand même?
Alors je fais toujours attention quand j'aborde ce sujet-là parce que j'ai réalisé ces dernières années que mon expérience à moi n'est pas forcément l'expérience des autres femmes qui sont devenues pilotes. Donc je parle pour moi, mais je comprends que tout le monde n'a pas vécu la même chose. Certains ont vécu des choses, c'est vrai. Personnellement, moi j'ai toujours eu la sensation d'être assez bien accueillie dans les paddocks. Est-ce que c'est parce que j'étais un peu garçon manqué et que je me fondais un peu plus dans le décor? Est-ce que c'est parce que papa m'a accompagné les premières années et qu'il était connu du milieu et que donc peut-être j'ai été un peu protégée de certaines choses? J'en sais rien, mais je n'ai pas eu cette sensation, tu sais, qu'on m'excluait dans les équipes, non. J'ai eu des trucs un peu... Tu as toujours été traité comme pilote. J'ai toujours été traité comme pilote. J'ai eu des trucs un peu cocasses. Je sais par exemple qu'une fois je roulais en championnat de Belgique et le team m'appelle et il me dit écoute, on galère un peu parce qu'on ne te trouve pas d'équipier. Et je leur fais mais comment vous ne me trouvez pas d'équipier? Vous avez des gens pour rouler sur les autres voitures de l'équipe, pourquoi pas avec moi? Les gens ont peur que les gars croient que je suis mauvaise ou quoi? On est en tête du championnat. Non, c'est bien ça le problème. Les gars ne veulent pas se faire battre par toi. Parce qu'ils viennent avec leurs potes au circuit et qu'ils n'ont pas envie d'avoir une gamine de 18 ans qui leur met la raclette devant leurs potes. Bon, ça m'est arrivé des trucs comme ça, mais si tu veux, j'ai jamais considéré... C'est plutôt flatteur, en fait. Oui, c'était cool. Dans ce cas-ci, c'était très bien. Ouais. Donc, je n'ai pas eu cette espèce de... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été la recluse du paddock parce que j'étais une femme. Tu vois, j'ai écarté ni trop de remarques chez mon match. Je sais par exemple Cathy Muller, qui est la sœur d'Yvan Muller, qui était une des premières ou une des plus performantes, dans les années 70, 80 notamment. Je sais qu'elle a parfois vécu des moments assez difficiles où... Après il y a une évolution... Tu as des époques différentes déjà, et les femmes comme Cathy, comme Michel Mouton, je pense qu'elles ont ouvert une voie pour ma génération, comme moi j'ouvre une voie pour la génération d'après. Tu as l'impression d'être inspirante aujourd'hui? Tu te dis, tiens, mon parcours ou notre parcours en tant qu'Iron Dames, ça va créer des vocations ou ça pourrait créer des vocations? Alors, dit comme ça, c'est un peu prétentieux. Est-ce que j'ai l'impression d'être inspirante? Enfin, non, je ne me réveille pas le matin en me disant je vais inspirer des gens. Mais... C'est pas ça que je veux dire, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, on a vu qu'avec le projet Iron Dames, on a plein de jeunes garçons et filles d'ailleurs, qui sont venus nous voir sur les circuits et qui nous ont dit qu'ils voulaient devenir pilotes de course et qui nous suivaient et tout. Donc, je pense que le projet Iron Dames et ses valeurs est inspirant. Moi, j'ai pas fait du sport automobile pour être inspirante, j'ai fait du sport automobile parce que j'aimais conduire très vite. Mais indirectement, quand tu prends une envergure médiatique comme on l'a fait avec le projet Iron Dames, t'as cette responsabilité qui se rapproche. Et c'est là, en fait, si tu veux, en écoutant les histoires de mes équipières, mais aussi des jeunes filles qui venaient nous voir sur les circuits, avec qui on a parlé, parce qu'on a fait des meets de fans et des choses comme ça, que j'ai réalisé que mon expérience n'était pas l'expérience de tout le monde. Et que j'avais peut-être été un peu protégée. Pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer, mais peut-être parce que la Belgique est un milieu un peu différent, peut-être parce que, comme je te dis, j'avais une attitude un peu de garçon manqué qui faisait que j'ai peut-être... Tu sais, j'arrivais pas à super maquiller dans les paddocks, machin et tout, donc peut-être que je dérangeais moins la masculinité des paddocks que certaines filles qui sont arrivées beaucoup plus féminines que moi et qui se détachaient beaucoup plus du décor, tu vois. Mais c'est pas parce qu'elles sont plus féminines qu'elles sont moins bonnes pilotes. Tu peux porter du maquillage et aller très vite. Ça n'est pas contradictoire, c'est juste que moi, c'était pas dans ma personnalité naturelle. Oui, tu t'es peut-être plus concentré, enfin le souvenir que j'en ai, on se concentrait plus finalement sur tes résultats, sur ton parcours de pilote et pas sur le fait seulement que tu sois une fille. Oui, donc, mais parce que c'était les choses que moi j'avais décidé d'essayer de mettre en avant, mais je ne... C'est une des choses que j'ai vraiment voulu arrêter de faire, c'est je ne juge... Pour moi, je ne juge pas une pilote parce qu'elle est plus féminine que moi. Pour moi, si jamais tu as une pilote qui décide d'arriver avec des talons au circuit, du maquillage et un brushing fait le matin pendant 1 heure, mais qu'elle fait les chronos, elle a tout autant sa place dans les paddocks que moi ou un pilote masculin. Alors qu'au départ, tu aurais moins pensé à ça. Alors qu'au départ, j'aurais plus eu tendance à être un peu critique vis-à-vis de ça, en disant ouais, on n'est pas là pour ça, quoi, tu vois. Mais même moi en tant que femme, donc tu vois, si tu veux, je peux l'entendre. Mais une fois de plus, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai mûri, j'ai appris et sur lesquelles j'ai plus du tout le même avis aujourd'hui. Et donc,
Oui, être une femme dans le sport automobile, c'est pas forcément toujours évident parce que je crois que tu as parfois des gens qui sont pas forcément machos mais qui ont un peu cette impression que tu dois rentrer dans certaines cases alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le chrono. Ouais, on est bien d'accord. Lui, il ne ment pas. Voilà. Il ne ment pas. Bon, ben, j'espère en tout cas, sincèrement, moi, que tu peux inspirer des jeunes filles, des jeunes dames qui ont envie de faire du sport auto. C'est important. Vous n'êtes pas très nombreuses, hein, les filles, à nous suivre sur cette chaîne. Donc, vous likez, les hommes aussi. Hein, si vous voulez, vous likez, vous commentez, vous nous rejoignez et vous soutenez ce projet Tom Corner à votre manière parce que c'est vrai qu'on veut aussi donner la parole aux femmes et Sarah en est l'exemple. Bon, ben, Sarah, si je compte bien, il nous reste 5 questions. Tu vois, on arrive petit à petit au bout. D'ici 1 heure ou 2, on a fini. Vas-y, je te laisse lire donc tirer et puis lire la suivante. Le choix le plus difficile de ma vie. Pah. Est-ce que tu as eu une fois un truc où tu t'es dit, là... Non, je pense pas. Non, en fait, c'est une question sur laquelle c'est pas que j'ai pas envie de te répondre, mais moi j'ai plutôt une suite d'événements et j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix. Comme j'ai pas de regrets. Finalement, tu as plus saisi des opportunités que Oui. face à vraiment des choix. Tu vois, tu parlais d'un André Lotterer qui a dû faire le choix entre 2 trucs. J'ai jamais vraiment été dans des situations comme ça dans ma carrière. J'ai eu un choix à un moment donné, tu vois, où j'étais employé dans une boîte qui faisait du recrutement. J'étais chasseur de tête, c'est le job que j'avais avant de vraiment pouvoir travailler dans le sport auto. Et en fait, à un moment donné, je prenais mes congés pour commencer à bosser comme instructeur pour Lambeau et tout. Et à un moment donné, j'ai dû dire, écoutez, j'arrive plus à faire les deux, donc je vais me lancer, quoi. Je vais démissionner. Ville Krineker, qui était à l'époque, puisque tu as fait beaucoup de coaching aussi, on n'en parle pas, mais tu as énormément coaché à l'époque dans les programmes Lamborghini notamment. Est-ce que tu n'as pas fait pour Audi aussi à une époque? Non, pas pour Audi. J'ai fait Lambeau beaucoup, mais si tu veux, c'était pas un choix difficile. C'était un risque, mais pour moi, c'était, enfin, une fois de plus, je voulais pas avoir des regrets et me poser cette question-là. Parfait. Allez, on passe directement à la question suivante alors. RACB Driver of the Year, la reconnaissance ultime. Alors, on en parlait de ça. Effectivement, donc Sarah 2023 est désignée par le jury, principalement composé de journalistes d'ailleurs belges, de la Fédération belge Rail Automobile Club de Belgique, Driver of the Year, pilote belge de l'année. C'est la première fois qu'une femme est désignée pilote belge de l'année, 2023. Sarah, ça a été, sur le plan médiatique, ça a été énorme. Ouais. Alors je sais, on parlait de la jalousie de certains pilotes qui ont dit oui, mais Sarah, elle n'est pas meilleure que moi, et elle a été choisie Driver of the Year. Il y avait d'autres qui ont dit oui, mais c'est elle qui finalement a porté le plus les couleurs de la Belgique. En tout cas, toi, je sais que c'est vraiment une récompense qui t'a beaucoup touché et qui t'a marqué, je pense. Oui, bah, d'abord parce que c'est une reconnaissance nationale. Et moi, je suis très très fière d'être belge. Je suis très heureuse de vivre en Belgique. Et donc, si tu veux, quand moi je vais au RACB Awards quasiment chaque année depuis que j'ai une licence, donc ça fait un bail. Et si tu veux, bah, je m'attendais pas du tout à ce qu'un jour je sois en position de recevoir ce prix, parce qu'effectivement, je suis pas une pilote platinum, pilote d'usine depuis 10 ans qui gagne les 24 heures du Mans en général et des choses comme ça. Je suis pas Thierry Neuville qui est vice-champion du monde, champion du monde de rallye et tout. Donc, en fait, je ne considère pas que je joue dans la même catégorie qu'eux. Mais par contre, on joue le même sport, tu vois, on pratique le même sport, on a la même passion et je pense qu'on a la même détermination et les mêmes valeurs. Après, si tu veux, voilà, il y en a qui se battent pour des classements et des catégories qui sont plus élevées que la mienne. Et je crois que toute personne qui a eu une conversation avec moi pendant 5 minutes sur ce sujet-là, c'est que je n'ai jamais prétendu être plus rapide ou meilleur que un Stoffel ou un Lorenz Vanthoor, voilà. J'ai énormément de respect pour ces pilotes-là et je n'ai rien d'autre que du respect pour ces gars-là. Cette reconnaissance-là, pour moi, c'était une reconnaissance d'être la meilleure ambassadrice du sport automobile belge à l'étranger cette année-là, une fois de plus, hein, c'est annuel. Donc 2023, c'est l'année où tu termines deuxième du championnat du monde des filles avec. Tu fais la pole position, je crois, 24 heures du Mans dans la catégorie... Pas aux 24 heures, mais je fais 3 pole positions en championnat du monde. On est effectivement vice-championne du monde avec les filles. On gagne à Bahreïn.
Oui. Et effectivement, Première victoire. et cette année-là, on n'a aucun champion du monde. Il faut quand même le dire. Je prends pas la place d'un Thierry qui est champion du monde on n'a pas de champion du monde cette année-là. Donc voilà, effectivement, j'étais super fier de ça. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait mériter le titre. Mais dans l'ensemble, ça a été hyper positif. Je suis très très fier. J'ai d'ailleurs le Ward qui est là dans ma salle de sport avec lequel je m'entraîne. Voilà, c'était très chouette et je suis fier de. C'est une des choses dont je suis très fier effectivement. Mais je sais ce que ça représente. Voilà. Et tu es conscient. Je le précise d'ailleurs, la salle de sport qui est super. Voilà, vous pouvez la deviner. Il y a plein de trophées. C'est ta motivation, ça, quand tu souffres? Ouais, c'est super important pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien passer des heures à faire du sport pour rien. Mais c'est nécessaire quand tu es pilote de course, faut te tenir en forme. Donc c'est ma motivation. Ouais, je te félicite d'ailleurs pour le cadre qui sent tellement bon la passion ici. C'est absolument magnifique, Sarah. Tu as fait ça de main de maître. Il nous reste 3 questions. Je te laisse en tirer une. Un pilote que j'admire. Un ou une, évidemment. Un ou une pilote que j'admire. Oui, bien sûr. Bah, écoute, on a abordé, par exemple, Michel Mouton, qui, je pense, pour toute femme qui s'est lancée en sport automobile, a été une inspiration. Tu l'as déjà rencontré? Oui. Bah, on se connaissait déjà de quand j'étais toute jeune, mais c'est vrai qu'avec le projet Iron je l'ai revu plus souvent. Moi, j'ai jamais fait de rallye, mais ce que j'adore chez une Michel, c'est qu'elle fait un rallye maintenant. Bon, j'en ai fait un, mais à l'époque, t'as fait un historique il y a quelques semaines, les jeunes boucles à Bastogne. C'est vrai. Je me suis beaucoup amusée. Moi, ce que j'admire beaucoup chez Michel, c'est sa personnalité. Si tu veux, parce qu'on n'est pas dans la même discipline du sport auto, donc mais elle a une personnalité que j'adore et une détermination qui me parle beaucoup. Impressionnante. Et en fait, les pilotes que j'admire, c'est des pilotes qui partagent ce genre de qualité. Donc, il y a eu plein de pilotes qui m'ont inspiré. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir pas mal comme mentor Eric Van de Poel, puisque c'était un ami de papa et ils bossaient ensemble à l'époque où j'ai commencé la monoplace et tout. Donc, Eric a été vachement présent dans mes premières années de sport auto. J'allais le supporter aux 24 heures de Spa quand il roulait sur les Maserati MC12 et qu'il gagnait. Enfin, j'ai passé des heures dans le raidillon à les regarder passer. Donc, en fait, j'admire plein de pilotes, même dans les pilotes actuels. Hein. On parlait de pilotes belges comme Lorenz, Edris. Enfin, c'est des gars que je trouve absolument inspirants de par leur carrière et leur pointe de vitesse et tout. Et c'est difficile de juste donner un nom, mais il y en a plein, quoi. Voilà. Il y en a plein qu'on voudrait inviter aussi dans cette émission. Ouais, tout à fait. Pour un kart control. On espère qu'on va pouvoir poursuivre le projet. Et une fois encore, merci aux partenaires qui nous suivent directement et indirectement et qui nous permettent de vous accueillir. Bon, c'est un studio quand même. On ne peut pas tout vous montrer, mais on a le studio qui est mis en place. Si vous nous suivez en podcast, sachez que vous pouvez aussi retrouver cette interview sur YouTube et donc voir où nous sommes. Nous sommes chez Sarah. Sarah, il nous reste 2 questions. Fais attention, laquelle va terminer? Tu vois, il y a des choix que je peux regretter. Je pense que j'ai un certain talent pour piloter des voitures de course. Je pense qu'une des choses pour lesquelles j'ai un certain talent et qui revient souvent, c'est que je communique bien, quoi. J'utilise bien cet aspect-là pour mener ma barque et remplir mes objectifs sportifs. On a du mal à imaginer la jeune étudiante de 15 ans qui avait peur de parler devant la classe quand on te voit comme ça, je te confirme. Comme quoi, tu vois, le talent, c'est pas toujours inné, quoi. Comme quoi, le talent peut devenir du travail. Enfin, pour moi, c'est plus du travail qu'autre chose. Mais oui, c'est clairement quelque chose que j'ai développé. Mais tu partages ta passion. Tu l'as dans les tripes aussi. Oui, mais je pense qu'il faut faire... En fait, il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Faire les choses naturellement, il ne faut pas se forcer. C'est en faisant ça que tu fais des choix de vie où tu n'as pas de regrets après. Moi, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, pas avec l'ambition de devenir riche, de devenir championne du monde. Je l'ai fait avec l'ambition de dire je veux me réveiller le matin en ayant envie d'aller faire ce que je fais, quoi. Et effectivement, quand je pars sur un circuit avec mon casque, je suis heureuse d'aller au circuit et je suis impatiente de monter dans la caisse. Et de la même manière, je pars sur un circuit pour faire un contenu multimédia. Je sais que je ne vais pas conduire, mais je vais plus partager les trucs avec les fans et tout. Même si c'est toujours un peu dur de ne pas piloter, je préfère ça que d'être au bureau pendant 8 heures par jour. Donc, je n'ai pas de regrets, tu vois. On est bien d'accord. Tu n'auras pas de regret sur la dernière question non plus. C'est très marrant. Tu vas voir parce que finalement, je rappelle, c'est tout à fait au hasard. Tu as choisi, Sarah, il n'y a pas d'ordre. Hein.
Et tu vas voir, la dernière, finalement, rejoint un peu la première. Vas-y. Ah bah oui, la boucle est bouclée. Hein. Si l'argent n'était pas un problème, je rêverais de... Mais comme je t'ai dit, je ne changerai rien dans le passé. Maintenant, je me fais souvent la réflexion, tiens, si demain je gagne l'euro-million et que j'ai vraiment des moyens illimités pour faire ce que je veux, et que c'est moi qui décide, qu'est-ce que je ferai avec? Et ça, c'est une... Très franchement, il y a un truc, mais moi je fais jamais une croix sur rien, hein. C'est jamais, ça peut toujours arriver. Moi je voudrais aller au Mans en proto. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose, trouver des sponsors pour aller le faire aujourd'hui à mon âge et tout, je pense qu'il y a plein de jeunes talents qui méritent probablement un peu plus qu'on investisse des millions d'euros sur eux, donc je pense pas que c'est quelque chose que je ferais. Tu vois, sur un mécène qui va se dire ouais, je vais investir sur Sarah pour y aller. Je dirais pas non si on me le proposait. Mais je ne me fais pas. LMP2, tu vas pas dire mais ouais, voilà, je dirais pas non. Mais par contre, si je gagnais à l'euro-million, c'est peut-être ce sur quoi j'investirais pour moi pour me faire plaisir, c'est de se dire je vais aller rouler quelques saisons en P2 et voir ce que je vaux dans des caisses comme ça, parce que le prototype, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver et sur lequel j'ai jamais vraiment pu construire d'expérience, donc pourquoi pas. Voilà, c'est très bonne réponse. Merci Sarah, qui a énormément de cartes contrôle, en plus d'avoir des cartes contrôle bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait fini, je sais que tu as déjà regardé, parce qu'on a encore une carte là, ça s'appelle le tour d'honneur quand on a gagné. Allez, c'est parti. Voilà, le tour d'honneur. Quelques questions. Celle-là, normalement, on répond du tac au tac. C'est le but. Okay, on va essayer. On repart pas pour 1 heure. Finalement, je crois qu'on est à peu près 1 heure. Mais on va partir du tac au tac et c'est l'occasion un peu de te découvrir et puis de conclure cet entretien. Prête? Jamais. Quand tu me regardes comme ça, jamais. Mais vas-y. Si, c'est très... Ça va, tu vas voir, ça va bien se passer. L'idole de ta jeunesse? Justine Hénin, pour changer un peu. La voiture qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Dans ma carrière, la Porsche RSR. La GTE, laquelle vous avez gagné en 2023. Là, elle est là. Ah oui, d'ailleurs, elle est là, effectivement. Si vous l'avez en plan large sur YouTube, vous pouvez la voir. Elle est là en miniature, hein, quand même, on vous rassure. Elle n'est pas au fond du garage. Plutôt sport collectif ou sport individuel? Sport individuel. Ce que tu ne peux pas supporter? La self-pity, comment on appelle ça encore? Quand on se plaint tout le temps, les gens qui... Ouais, qui s'apitoient sur leur sort, c'est trop injuste, Calimero, ça me tombe un peu dur. Faut-il plus de talent ou de travail dans la vie? Du travail, 1000%. Ton équipier ou ton équipière idéal? Je les ai eus, je pense. J'ai eu la chance de bosser avec. Je pense que ce qu'on a fait avec Iron Dames, on avait des équilibres qui étaient incroyables. Ouais. Il y a eu Michel Gatting, il y a eu Raël Frey, il y a eu Célia Martin dans les équipières de Sarah. Un titre musical ou bien un artiste qui t'inspire? Je suis très rock, hein, moi. Je suis très... Comme ça nous résiste le t-shirt, vous ne le voyez pas sur... Vous nous écoutez au podcast. Ouais, non. Avec Michi, on écoutait beaucoup Imagine Dragons. Ils ont quelques chansons qui sont bien inspirantes, donc c'est souvent ce que j'écoute en allant vers le circuit. La course la plus difficile à gagner? Dans mon cas, c'est Le Mans. Hein. On continue d'essayer. Une dernière question, une personnalité que tu souhaiterais rencontrer? Pink. Merci, Sarah Bobby, d'avoir participé à cette émission Carte Control. Merci à vous de la suivre. Comme toujours, on compte sur vous pour laisser vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez autour de vous. Abonnez-vous, likez. Enfin, vous savez ce qu'il faut faire sur YouTube. Alors, je suis un peu comme toi. Hein, j'ai parfois du mal à me voir à l'image. Mais ce projet, on a envie de le mener aussi pour vous. Donc, merci Sarah d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous entoure. Et merci à tous nos partenaires. On se dit à bientôt sur un circuit, forcément. Avec grand plaisir. On va se croiser, hein, c'est sûr. On va se croiser. On va continuer à se croiser. Et puis vous, à bientôt sur cette chaîne YouTube Top Corner. Merci, bye bye.